On commence. Donc vous pouvez intervenir au fur et à mesure, hein, parce qu'on est en démarrage. Par rapport à ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, donc vous inquiétez pas, le démarrage de la trilogie commence aujourd'hui. On avait fait sur Oreste et les lettres comme si c'était une tétralogie, donc c'était une introduction de ce cadre-là. Et on va parler donc de Achille et Penthesilée dans un premier temps, et ensuite d'Ulysse et Calypso. Donc il s'agit de deux pièces de théâtre qui appartiennent à une trilogie qui sera complétée par Prométhée et Athéna, donc ce sera la fois suivante. Aujourd'hui, donc, on va faire les deux premières parties. Comme thématique, on pourrait parler, si vous voulez, en fait, de l'élément du pathos, hein, donc le pathos grec, qui correspond à la passion pour les latinistes. Donc, c'est des passions quand même extrêmement fortes, on pourrait même dire tout simplement extrêmes. Donc on est tout de suite hors cadre d'un consensus, disons, social. Il n'y a pas de contrat social dans ce cadre-là, comme disait Rousseau. Il faut simplement se dire que sans aborder l'extrême, il est difficile de mettre en avant certaines données. Alors il s'agit, on va commencer par Achille et Penthesilée, comme ça vous allez vous mettre dans le bain, comme dirait Archimède, et c'est une tragédie donc en un acte. La distribution des scènes correspond au répertoire classique pour le XVIIe, donc chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, on a un changement de scène. Au départ, sur la première scène, on va avoir donc Achille. Est-ce que tout le monde connaît le mythe de Achille et Penthesilée? Non, vous connaissez. Bon. Alors Achille, bon, vous connaissez tous. Alors, peut-être que tu devrais fermer complètement. Alors, on va commencer. Alors, Penthesilée, comme dirait un grec, comme ça se prononce. Voilà. Donc, on va commencer par l'étymologie. On donnera le tempo. Alors, Achille, ça veut dire littéralement sans lèvres. A privatif, Chine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend qu'il n'a pas été éduqué par sa mère. Donc, elle ne lui a pas donné le sein. C'est dans ce sens-là. Sa mère est une déesse. Et on le sait aussi par la suite, quand il va devenir un peu plus grand, donc adolescent, il va être éduqué par Chiron, donc le centaure, le fameux centaure, le sage du mont Pélion. Ensuite, Penthesilée, Penthos, c'est littéralement le deuil. Donc c'est celle qui apporte le deuil, au niveau étymologique. Si vous voulez chercher des documents, disons, plus techniques sur les mythes grecs, moi je vous conseille vivement Robert Graves, les mythes grecs en 2 tomes, version de poche. Voilà. Je le précise, parce que des fois on se dit que ça va être un truc colossal, donc il y a aussi une version de poche, donc en 2 tomes. Et je pense que c'est vraiment un des meilleurs du domaine. Et l'avantage aussi, c'est que dans ce cadre-là, il fait des recherches sur l'ensemble des versions d'un mythe. Parce que contrairement à ce qu'on pense, même en France, quand on est éduqué, il n'existe quasiment pas un seul mythe qui n'a pas plusieurs versions. Donc chez Robert Graves, on peut facilement atteindre 8 ou 9 versions du mythe, qui correspondent aussi à des connaissances spécifiques, qui sont dues aussi des fois aux différents auteurs et aussi aux différentes régions de la Grèce. Donc ce n'était pas forcément vu de la même façon. Donc Achille et Penthesilée, c'est un moment qui se passe dans la guerre de Troie. Donc on s'en doutera avec Achille, parce qu'il ne ferait pas cette intervention. Et c'est pour ça que on a tout dans la première scène Achille et Ajax. Donc l'intervention de Penthesilée, sur le plan historique, si on peut dire, en tout cas au niveau du récit, se situe au moment où Patrocle est déjà mort, l'ami d'Achille, et Achille, il est dans sa fameuse colère, donc il ne veut plus intervenir pour sauver les Grecs, et par rapport aux Troyens,
Et les Grecs, eh bien, sont littéralement en train de se faire massacrer. Et à ce moment-là, il y a une intervention donc, de Penthésilée, qui est la reine des Amazones, et qui vient en allier les Troyens. Elles viennent 12 Amazones. Ce sont vraiment des guerrières de très haut niveau. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la pièce de cette façon, c'était intéressant de mettre en avant, si vous voulez, un dialogue entre Ajax et Achille, qui sont quand même les deux plus grands guerriers mâles, dans le sens classique du terme, dans la guerre de Troie, du côté des Grecs. Donc l'un que vous connaissez bien, Achille, Ajax, vous le connaissez peut-être un peu moins bien, mais quand même, il va y avoir une liaison au niveau des mythes par rapport à l'autre pièce, la suivante, donc Produce et Calypso, que souvenez-vous, quand Achille va mourir, il va y avoir une rixe entre Ulysse et Ajax pour savoir qui va recevoir le bouclier d'Achille. Pour être plus précis, pour Ajax, il est aussi connu comme le porteur du bouclier des 7 taureaux. Donc son bouclier, comme il était très fort, il était le seul à être capable de le lever, tout simplement. Vous savez, c'est des caractéristiques qu'on a. Chez Ulysse, c'était le seul qui arrivait à faire bander son arc. C'est comme ça d'ailleurs qu'il va faire intervenir, disons, sa victoire finale auprès de Pénélope. Donc, Ajax, il est connu pour ça. Et on sait aussi qu'ils sont très amis avec Achille. Et c'est pour ça que ça va être les deux grands candidats pour prendre le bouclier à la fin. Vous vous rappelez que Ajax va avoir un moment de folie. Il va prendre en fait des objets, on sait que c'est simplement des agneaux et des outres pour des ennemis. Et comme après il va avoir honte de son geste, il va se suicider en plantant son épée au sol et en se jetant dessus. Donc c'était la fin de... On n'en est pas là, dans ce cadre-là, mais on est donc à l'intervention des Amazones. Alors peut-être que je vous découvre pas tout le mythe, puisque vous avez l'avantage d'être innocent. Ça nous permettra d'analyser complètement... Oui, on va commencer. Donc, je peux vous poser une question? Bien sûr, on y va. À partir de quelle caractéristique un conte ou une légende devient-il un mythe? Alors, c'est très simple. Ça n'a rien à voir. Un mythe est toujours une religion disparue. C'est-à-dire, en fait, par exemple, dans 1000 ans, il y aura peut-être une conférence qui parlera du mythe, du christianisme. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle maintenant, par exemple, la mythologie grecque ou la mythologie égyptienne, bien, ce ne sont pas du tout des mythologies, c'était des véritables religions à l'époque. Donc c'est ça qui va caractériser. Maintenant, du point de vue plus intellectuel, moi je préfère comme définition du mythe l'essence de l'histoire. Voilà. Donc, il va y avoir des choses importantes qui vont être décrites par l'histoire. L'histoire, quand même, en elle-même n'est pas importante, parce que c'est simplement une catégorisation d'événements. Et puis, il y a certains événements qui vont être choisis par l'humanité, qui vont être déterminants pour elle. De là, en fait, il va y avoir une création de mythes. Alors, pour vous donner un exemple, dans les détails, maintenant, on pense que Prométhée était un astronome. Donc il montait dans la montagne, faire des observations, et ça a été transformé par le peuple en disant qu'il était attaché au rocher. Si des astronomes contemporains vous racontaient leur vie à l'heure actuelle, où ils se réveillent avant, bien sûr, l'aube, ils font toujours ça de nuit, ils arrivent le soir, ils passent toute la nuit, après ils dorment la journée. Il y aurait de quoi faire un mythe rapidement, il y aurait suffisamment d'ingrédients. Donc le conte n'est pas un mythe dégénéré. C'est quelque chose qui est plus simple dès le départ, à la base. Le mythe peut être très complexe, justement.
peut être raconté à des enfants, donc ce sera sous version du conte, mais c'est assez intéressant justement de voir l'étymologie du mot conte, même en grec. En grec, le mot conte se dit paramythe. D'accord? Ce qui veut dire que c'est au-delà. C'est pas le mythe. Donc ça veut dire qu'il y aura des mensonges. Enfin, des mensonges, si vous voulez, artificiels. Il ne faut pas voir au pied de la lettre, c'est pas le problème de la véracité d'un conte. Mais ça va être plutôt caractérisé aussi par un aspect moralisateur. Donc, si vous essayez de trouver la morale dans la mythologie grecque, je pense que même Nietzsche aura l'air d'un agneau. C'est vraiment très complexe quand même. Hein. Les choses, rien n'est simple. On n'est jamais vraiment très sûr qui a raison ou pas, qui est juste. On a même des procès pour les dieux. Hein. C'est assez rare quand même dans les religions. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut retrouver le mythe. Alors, par ailleurs, puisqu'on a des nouveaux arrivants, si vous vous intéressez à Achille et Ménécée, il y a aussi un opéra, hein, donc, pour les plus musiciens. Donc, la scène commence très simplement, je la resitue un peu, donc, comme on l'a dit précédemment, c'est après la mort de Patrocle, on est dans ce qu'on appelle l'ire d'Achille, donc qui est complètement désabusé par le point de vue d'Agamemnon, qui est considéré à l'époque comme le chef des chefs, qui est quasiment le roi des rois, enfin accepté de façon officielle. Et c'est assez intéressant aussi, ce point de vue, c'est que tout le monde sait très bien que le héros de la guerre de Troie, c'est Achille. Achille est la représentation solaire. Toujours un problème qu'on a dans les mythes, c'est le problème de la disparition du soleil. Donc très rapidement, on a eu l'étude des éclipses, parce que les gens se demandaient s'il allait revenir. Et c'est assez intéressant parce que quand on a une approche empirique du soleil, une fois qu'on a vu 2 ou 3 jours le soleil, on est persuadé que le jour suivant, il va arriver. On est rarement préparé à une éclipse. Donc, à ce moment-là, justement, dans l'intervention de la guerre de Troie, vous vous rappelez qu'au niveau historique, ça correspond à l'époque mycénienne, qui est très sensible au soleil. On a à l'époque mycénienne la déesse Athéna, on n'a pas la déesse Aphrodite, on l'avait expliqué dans la conférence précédente. Ici, donc, on commence par Achille, un genou à terre, se trouve devant le monument de Patrocle. Il est seul avec son ami. Il y a un silence, en termes de durée. Ajax entre sur scène et s'approche à pas loin d'Achille. Il se penche lentement sur lui et lui dit quelque chose à l'oreille. Voilà, la pièce commence donc comme ça. Alors, c'est quand même en même temps une pièce écrite à la façon grecque antique, en utilisant des éléments du théâtre contemporain, c'est-à-dire là, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas un prologue, comme on avait dans le reste des lettres. On n'a pas un héros qui va rendre compte de ce qui s'est passé avant. On est plutôt directement dans la tranche de vie et on part du principe, dans le cadre de ce mythe, que le lecteur, l'auditeur ou le spectateur connaît bien la guerre de Troie. Voilà. Donc, évidemment, il y a des jeux de mots techniques. Alors, comme on est entre nous, on les expliquera. Par exemple, l'auteur écrit Achille en scolie, en colère. Parce que Achille est toujours en colère. Donc, vous, évidemment, vous ne pouvez pas l'écouter en pièce de théâtre. Donc, Achille lui dit une femme, dis-tu. Vous comprenez bien que dans le contexte de la guerre de Troie, où il n'y a que des hommes partout, d'un seul coup, que Ajax vient de dire à l'oreille quelque chose, et la remarque d'Achille, c'est une femme, dis-tu, on est déjà surpris. Oui, une femme, mais pas n'importe laquelle. Alors, donc là, je m'adresse aux femmes. On a toujours des éléments féminins, malgré le temps, et malgré la fête de la femme, parce que vous savez bien que tant qu'il y aura la fête de la femme, ça voudra dire que les autres jours, là, bien. Donc, un jour, on passera à cette étape. On s'attend normalement
à avoir une réaction. Donc là, c'est, si vous voulez, un peu de l'humour de l'auteur qui veut prendre à contre-pied les femmes. On s'attend que Achille va dire quelque chose de négatif. Très bien. D'ailleurs, je vous vois déjà préparer certaines. Je vois. Si Julie était là, quelle qu'elle soit, cela n'a aucune importance. Après s'être redressé brusquement. La guerre est l'état de la mort, alors que les femmes appartiennent à la vie. Elles donnent la vie. Cet intermédiaire permet de se positionner et de mettre en avant aussi ce que je vous ai expliqué au niveau de l'étymologie, c'est-à-dire que Penthésilée signifie celle qui donne le deuil. Et donc, là justement, Ajax répond, celle-ci ne donne que la mort. Évidemment, si vous n'avez pas accès à l'étymologie, vous ne voyez pas pourquoi il intervient de cette façon. Donc Achille répond, ici sur cette maudite croix, il n'existe que des guerriers et des blessés, et tous, tôt ou tard, avancent vers la mort. Alors là, c'est une référence aussi, pour vous faire plaisir, à la plaisante sagesse lyonnaise, qui dit que la mort est difficile pour tous, qu'on finit par y arriver. C'est un peu la même thématique. Il veut lui dire par là que ce n'est pas grave qu'elle donne la mort, que de toute façon, on est tous voués à ça. C'est aussi une auto-référence par rapport à Achille. Oui, parce que Achille, il est condamné à mourir jeune. D'accord? Donc, il sait que le plus vraisemblable, c'est qu'il ne voit pas la fin de la guerre de Troie. On est déjà dans la 10e année. Donc, la réponse est, elle aussi connaît cette voie sacrée. Alors, la voie sacrée, Iela Odosh, en grec, la voie sacrée, si vous allez maintenant à Athènes, ça correspond à l'endroit où il y a tous les tombeaux. Et donc, plus on est proche de la voie sacrée, plus les tombeaux sont importants. C'est pour ça qu'on dit voie sacrée, sous-entendu voie sacrée vers la mort. Donc, Achille surpris, comment est-ce possible? C'est la reine des Amazones, donc Penthésilée, on sous-entend qu'il la connaît, elle-même, elle est venue en allié avec ses 12 meilleures guerrières, elles appartiennent toutes au corps d'élite des Amazones, c'est elle que nous devons affronter. Alors, là c'est assez intéressant, donc on reprend la note pour les femmes, donc il va répondre, et c'est assez intéressant de voir aussi l'évolution de la thématique d'Achille. Donc au niveau intellectuel, on a vraiment une tranche qui est quasiment un instant dans la guerre de Troie, et en fait on va décompresser cette tranche pour l'épaissir et lui donner une valeur temporelle et expliquer qu'est-ce qui peut se passer en si peu de temps. Donc il répond, non, jamais je ne combattrai une femme, tu entends Ajax, jamais. Alors donc pour les femmes, surtout du XXIe siècle, on a l'impression que ça veut dire qu'elles ne sont pas assez, etc. C'est faux. C'est pourtant ton destin, Achille. Et donc là, on parle du destin. Ça permet en fait, si vous voulez, de repérer, même pour un auditeur qui ne connaît pas exactement les mythes, mais qui est suffisamment intelligent pour absorber le contenu. Mon destin est de mourir jeune, non de tuer une femme. Sur ce point, il a raison. C'est-à-dire que le destin tel qu'il est accordé, et le choix qui est fait, vous rappelez au départ que Thétis va tout faire pour qu'il n'intervienne pas. Et là, ce qu'on fait comme analogie, n'oubliez pas qu'elle va le mettre dans l'équivalent d'un sérail, il y aura que des femmes, et c'est Ulysse qui va le repérer, parce qu'il va venir vendre des habits, des frites, comme vous diriez maintenant, mesdames. Et dedans, il met quand même un glaive. Alors, dans toutes les femmes, il n'y a qu'une qui s'intéresse au glaive. Alors, il lui dit, Ulysse, toi, viens là, c'est Achille. Donc, Ajax prend le récit, donc il fait office, si vous voulez, de héros, en ce sens-là, puisque, comme Achille
Il est dans sa tente, il ne connaît pas les événements, il ne veut pas en entendre parler et il s'intéresse uniquement à la mort de Patrocle. Elles apportent la catastrophe avec elles, leur audace a décuplé les forces des Troyens, bientôt elles menaceront nos navires. Achille, il faut lancer tes myrmidons dans la bataille. Donc, vous imaginez une grande plaine, grâce aux travaux de Chilman, on voit bien comment ça se passe, ils sont au bord, donc évidemment il y a un front, et si le front est défoncé par les ennemis, donc les Troyens, on arrive finalement au bateau, s'ils brûlent le bateau, personne ne passe. Les myrmidons, puisqu'on est au niveau de l'étymologie, vous vous rappelez, ça vient de fourmis. Donc en fait, c'est par rapport aussi au père d'Achille qui n'avait pas de soldats, et donc Dieu lui a permis de transformer les fourmis en soldats, pour en avoir. Quand je dis Dieu, pour Michel, c'est Zeus. Tu remarqueras par ailleurs que Dieu a souvent 4 lettres. Comme en allemand, comme Zeus. Et Zeus a 2 appellations grecques, donc on a soit Zeus, donc Z-E-U-S, soit Véas, D-I-A-S. Dans tous les cas, on a le 4, et on sait qu'en symbolique, le 4 signifie la totalité complétée. Ne crains rien, le bouclier solaire défendra les Grecs et sa lumière écrasera les Amazones et les Troyens. Le bouclier solaire, évidemment, c'est le bouclier d'Achille, qui a été fabriqué, justement, vous vous rappelez, par Héphaïstos, à la demande de la mère d'Achille, qui a dit il faut que tu y ailles, au moins que tu ailles avec un vrai bouclier. C'est intéressant parce que la mère pense au bouclier. Le bouclier, vous savez, c'est quelque chose qui est inutile en temps de paix, utile seulement en temps de guerre. Alors que l'épée, le glaive, la lance ne sont que offensives. Pour vous donner un exemple, peut-être que vous parlez hors contexte. Si on vous demandait qui est le glaive et qui est le bouclier entre la police et l'armée, eh bien, la réponse est le contraire de ce que vous pensez. Comme ça, vous la connaissez. Et tu me demandes de tuer la femme de l'une pour sauver les Grecs. Donc l'opposition, vous vous rappelez, l'opposition soleil-lunaire. Donc les Grecs sont toujours du côté du soleil. Avec la lune, ils aiment moins. Ils trouvent que c'est quand même, ça appartient à la nuit. Et donc Achille est évidemment représentant du soleil. C'est assez intéressant justement l'opposition. N'oubliez pas qu'il s'agit de 2 maîtres de guerre. Chacun dans sa façon de faire. Et il va lui dire, si tu vois en elle la femme, tu es perdu. C'est une annonce. Dans le registre de la tragédie, on a souvent de l'autoprophétie, qui va être repris justement par Hopper, en disant que des fois on dit qu'on va faire ça, on le dit tellement qu'on finit par le croire, et on finit par le faire, et donc on a eu raison, et après on a dit que c'était prophétique. Voilà. Bien. Normalement, c'est ce que vous êtes dit en venant à cette conférence, que vous allez assister à une conférence. Vous êtes en train de le faire. Ne regarde que le maître de guerre. C'est la fille d'Arès. Donc, là, on a le problème de l'être et du paraître. Du point de vue d'Ajax, elle ressemble à une femme, mais c'est pas ça l'important, c'est ce qu'elle est à l'intérieur. Et c'est assez intéressant de reprendre la thématique avec Athéna. Athéna qui est la protectrice d'Achille. Vous savez qu'Athéna naît armée de la tête de Zeus. Elle ne sort pas d'une femme. Donc Zeus a un démon de tête. Il demande à Prométhée de lui ouvrir la tête en 2. C'est son conseiller stratégique, il n'y a que lui qui peut le faire. Rappelez-vous que c'est Prométhée qui a rafistolé Zeus au moment des combats avec les géants, puisque la tradition à l'époque, c'était qu'on démembrait. Pour être sûr, on démembrait même les morts.
pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. C'est ça la thématique, parce qu'on est dans un cadre cyclique. Donc, ça va être des choses qu'on va retrouver par exemple dans le karma. Si vous avez un mauvais karma, ça va vous revenir dans la suivante. Donc, si vous l'avez mal tué, vous retrouvez d'ailleurs cette thématique avec l'humour, même dans Don Juan. Jusqu'Éméré va lui dire et vous avez tué le chevalier. Ne l'ai-je pas bien tué? Non, non, il ne peut pas se plaindre merveilleusement. Bien. Donc, ça c'est la thématique, donc c'est la Philarès, et évidemment la phrase d'Achille, je ne crains aucun des deux. Alors là, normalement, si vous êtes dans la catégorie dont on parlait au début, vous allez me dire oui, mais c'est normal, Achille n'était pas vraiment, c'est pas du tout ça, vous allez le voir. Sois prudent dans tes paroles, la colère des dieux frappe habituellement toute outrecuidance. On sait très bien qu'Achille est outrecuidant. C'est la définition d'Achille, et justement, ça va s'avérer à la fin. Sois sans inquiétude, Ajax, Athéna sera me protéger. Voilà. Donc, la déesse protectrice, aussi bien d'Achille et par la suite d'Ulysse, sera par ailleurs celle qui va tomber amoureuse de Prométhée. Donc on a un personnage qui traverse les trois. Athéna ne possède que la puissance de la pensée, rien de plus. C'est la réponse d'Ajax. Il détourne le regard. Qu'as-tu, Ajax? Tu sembles préoccupé. Alors là, vous avez, c'est pour ça que ça correspond vraiment à une écriture très grecque, et là, la contraposée française, j'ai un mauvais pressentiment, j'ai vu l'ombre d'Aphrodite planer sur toi. Si c'était positif, on aurait eu une intervention d'Eros. Le petit dieu joufflu avec sa flèche, d'accord? Quand c'est Aphrodite qui plane sur vous, c'est pas un bon signe quand même. Parce que là, ça va être direct. Hein? C'est ce qui est donné par la suite. Voilà. Marianne s'est sentie concernée. Donc ça a donné par la suite l'équivalent du coup de foudre. Hein? Donc, mon corps est insensible aux flèches. Il a été trempé dans le feu. Vous vous rappelez, il a été trempé dans le Styx. Simplement, elle le retenait par le talon. Donc, on peut changer de main, mais enfin, bon, il fallait bien qu'il ait un point faible. Et là, c'est la remarque par rapport à Ajax. Si sa flèche t'atteint, ce sera un autre feu qui s'emparera de toi. Donc là, on va avoir petit à petit l'intervention du pathos. Donc, quand on ne connaît pas le mythe, on ne voit pas bien où il va en venir, on le connaît, c'est plus clair. Tu ne connais que le feu de la bataille et ses franches blessures. Celui-ci sera sournois et il enflammera tes entrailles. Il ne frappe que la faiblesse. Voilà, donc on pourrait dire que c'est une définition antique de l'amour, mais pas de l'amour simple, donc pas l'éros, qui va donner l'aspect érotique. N'oubliez pas qu'en grec, érotique signifie simplement amoureux. Il n'a pas la connotation qu'il a eue par la suite dans les autres langues. Et donc là, on parle en fait de l'amour qui conduit au pathos, donc à la passion, une passion qu'on appelle souvent même en français dévorante. Hein. Et là, ce qu'il faut voir, c'est à quel point cette passion peut ressembler aussi, par ailleurs, on retrouvera ça au niveau de Prométhée, à l'équivalent de la passion du Christ. Parce qu'on ne dit pas les souffrances, on ne dit pas les affres, on dit la passion du Christ. Hein? Bien. Et il faut voir à quel point le christianisme a pris des éléments précédents et les a incorporés via une technique qu'on pourrait appeler de syncrétisme. Tu te trompes. Donc, Ajax, je n'ai qu'un seul point faible, dit Achille. Quant à mon cœur, la mort de Patrocle l'a brisé à jamais. Donc, vous vous rappelez qu'on a une tendance aussi à considérer que la plupart des Grecs étaient homosexuels.
Donc là, c'est dû à la liberté de pensée qu'on va voir intervenir à partir de Platon et Socrate. Là, bien sûr, on est bien avant. Mais on considère quand même, c'est pareil pour Sparte, ce qu'on appelle le corps sacré, Sparte, on considère que c'était des gens qui étaient amants et qui étaient même soutenus par le système. Alors pourquoi? Donc les femmes le savent très bien. Parce qu'un homme est prêt à tout faire pour une femme. Même n'importe quoi. S'il est amant d'un homme qui est lui-même guerrier et qui sont tous les deux dans le corps sacré, ça veut dire qu'ils vont se sacrifier jusqu'au bout. C'est une thématique, pas au niveau relation, mais c'est une thématique qu'on retrouve dans la Légion étrangère. D'ailleurs, vous remarquez que la Légion, elle a l'équivalent du corps sacré de Sparte, et c'est pour ça qu'elle a cette thématique, c'est ma patrie, c'est la Légion, qui, mal interprétée, on a l'impression que le reste ne les intéresse pas. En fait, c'est à l'envers, c'est-à-dire que ça veut dire, quand tout le monde aura trahi, il n'y aura plus que la Légion pour montrer ce que c'est la patrie. Donc, ça veut dire cette phrase à l'envers, on sera les derniers à trahir. Et trahir comment? En mourant. C'est aussi une forme de trahison, c'est ça qu'ils veulent dire. Parce que le but, c'est quand même de rester vivant pour protéger les autres. Donc, de trompe Achille, le cœur est un phénix qui renaît de ses cendres. Et chaque naissance est une nouvelle épreuve, bien plus douloureuse que la précédente, car elle porte en elle la mémoire du passé. Donc, on a vraiment une thématique qui rejoint la diachronie. On n'est pas du tout dans une synchronie, on n'est pas non plus dans un effacement de la mémoire, tout est relié. Donc, le nouvel individu qu'on rencontre ressemble à des éléments du précédent, qu'on a peut-être même rejeté ou qui nous a rejetés. On a des éléments de ressemblance, on a des éléments de comparaison, on a une continuité. Donc c'est normal parce qu'on a un cerveau. Parce que des fois on pense qu'il n'y a que le cœur. Le cœur c'est très bien pour l'instant, et puis après le cerveau intervient au niveau du cœur et régit de façon plus ordonnée mais en même temps plus complexe tout l'appareillage amoureux. C'est pour ça que des fois on voit des couples et quand on voit les deux, on se dit mais comment c'est possible qu'il y ait une relation amoureuse? En réalité, elle est avant tout cérébrale et de temps en temps amoureuse, d'ailleurs par le temps, de moins en moins amoureuse et de plus en plus cérébrale. Je n'ai pas le temps de vivre dans le passé. Je me dois de vivre ici et maintenant. Je suis un mortel. C'est une thématique qui est très importante dans l'espace grec, parce qu'on a toujours une opposition par rapport aux mortels et aux immortels. Dans l'espace contemporain, ça correspond en fait aux libres entrepreneurs et aux fonctionnaires. Il y a toujours en fait une façon par les gens de devenir, ils ont envie d'être immortels. Donc les enfants sont immortels, parce que les enfants ne partent même pas du principe qu'ils peuvent mourir. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que vous pouvez rapidement repérer un enfant surdoué parce qu'il va s'inquiéter de la mort de ses parents. Alors, les parents s'inquiètent en se disant ils ont compris se poser des questions. Alors ils essaient au bout d'un moment de parler de l'élément de partance. Des fois on part, les gens partent, par exemple les grands-parents sont partis. Et alors c'est très bien parce que justement l'enfant surdoué, au bout d'un moment il pose les questions suivantes. Est-ce que tu vas partir toi aussi? Et là, on se rend compte qu'il a complètement tué l'euphémisme. Donc il est parti du principe que c'était une notion équivalente. Et donc en fait, il vous demande est-ce que tu vas mourir? Et là, c'est ça la thématique d'Achille. Donc Achille représente ce qu'on appelle l'élément surdoué, alors que, si vous voulez, Ulysse va représenter le génie et Prométhée le génie universel. Ce sera les trois étapes. C'est sans doute cela qui me préoccupe. Chez toi, tout est vitesse. Avec toi, la vie devient instant.
Est-ce de ma faute si je vis dans l'instant? Est-ce de ma faute si la lumière solaire est polychrome? Est-ce de ma faute si le générique implique l'universel? Dans 3 phrases, avec une montée au sens philosophique, au départ ça peut être simple, parce que vivre l'instant c'est relativement compliqué. Les gens sociaux en général préparent l'instant de la vie, enfin il finit par arriver et en général il le loupe. Est-ce de ma faute si la lumière solaire est polychrome? C'est une phrase qui est importante, on peut évidemment la comprendre mieux au niveau physique, dans le sens où la lumière blanche contient toutes les autres couleurs. Ça veut dire aussi que la notion de vérité, c'est pas simplement lumière blanche et le mensonge le noir. Il y a cette polychromie qui peut être différentielle, qualifiée d'ingénie. Donc, j'en suis conscient, Ajax, seulement j'ai conscience de ma nature de mortel, et cette conscience me force à agir comme je le fais. Ma seule liberté, c'est d'avoir choisi de mourir jeune. Donc, quelle est la conscience en fait du mortel? C'est très simple, c'est ce que je disais par rapport aux enfants. Les enfants, quand ils sont immortels, donc quand ils sont enfants, eh bien, ils peuvent facilement remettre les choses au lendemain. Donc, ils vous demandent demain on fera quoi? Après-demain on fera quoi? La semaine suivante on fera quoi? On ira quand en vacances? Quand vous êtes en vacances, ils vous disent et l'année prochaine on ira où? Etc. etc. Donc, ils disent tout le temps. Alors, quand on a après des grands-parents âgés, on commence à leur dire que on va faire des vacances avec les grands-parents parce que peut-être l'année prochaine, ils partiront plus loin. Ce genre de phrase. Et donc, après, on a le problème de la conscience de la mort. Lui, en fait, il a une conscience encore plus aiguë puisqu'il sait qu'il va mourir jeune. Donc, toute son activité va être représentée par son œuvre. Et si cette œuvre est ridicule ou sans intérêt, ou représente une trahison, il n'avait pas lieu de vivre. Donc ça serait complètement effacé. Parce que les gens qui vivent âgés, ils peuvent toujours se dire qu'ils ont récupéré les erreurs de leur jeunesse et donc ils corrigent. On corrige tous, hein. On corrige tous parce que l'erreur est créatrice. Mais après, il faut la corriger. Sauf si vous persévérez dans un esprit diabolique. Je crois que le duel entre Pénis et Silée appartient à cette vie. Et justement, donc là, c'est assez intéressant parce que il lui dit en gros que l'œuvre de ta vie, ça doit aussi être de tuer la fille d'Arès, qui représente celle qui donne le deuil. Alors, on ne comprend pas bien au départ le deuil, vous allez le voir un peu plus clairement. Comme toi, Ajax, le plus puissant des guerriers grecs, le porteur du bouclier des 7 taureaux, comment peux-tu me demander de massacrer une simple femme? Donc, en fait, on a la question du héros qui demande au plus puissant des guerriers grecs, comment oses-tu me demander de massacrer une simple femme? Donc, il faut forcément qu'il explique. Cette femme, comme tu dis, oblige les hommes à porter le deuil. Son épée fauche les hommes, sa main ramasse les âmes. On dit qu'elle n'a rien à perdre. Elle serait venue à Troie pour échapper aux hérémies de sa sœur. Là, c'est la première explication pour les intellectuels du public. Et vous dites, tiens, ça c'est un élément différent. Alors pourquoi sa sœur? Donc évidemment, Achille vous aide, en tête, de sa propre sœur. Avec une reprise de sa propre sœur. Oui, sa sœur Hippolytée. Donc Hippolytée, vous savez, tous les noms qui commencent par Hippo représentent le cheval, donc Amazon, etc. Qu'elle a accidentellement tué d'une flèche lorsqu'elles étaient à la chasse. Et là, d'un seul coup, vous avez une explication, c'est que c'est une femme qui a perdu sa sœur, avec qui, pas jumelle, mais vraiment une sœur, vous voyez ce que je veux dire, et c'est elle qui la tue. Donc,
c'est pas du tout la mentalité qu'on s'attendait par le début de la pièce, c'est un registre différent. Et Achille va dire pour la première fois, quelle lourde peine pour une femme, sa vie est devenue une souffrance. Pour l'instant, il n'avait pas de prise de position, on avait l'impression qu'il y avait simplement un rejet, moi je ne m'occupe pas, hein, alors que vous avez vu qu'il y a une activité intellectuelle qui se justifie au fur et à mesure. Et donc Ajax, cela ne l'a pas empêché d'emporter l'âme de Machaon. Et là, on a un nouveau changement de phase chez Achille. Achille serrant les poings, Machaon est mort. Nos hommes n'ont pu épargner que son corps de la souillure des Troyens. Alors ça, vous savez, c'est une thématique qu'on retrouve dans pas mal de guerres. Même si le soldat est mort, il faut à tout prix faire de sauver son corps. Ça vient déjà de l'Antiquité. Vous savez, on le retrouve aussi dans le mythe d'Antigone. C'est un élément indispensable. C'est-à-dire que le corps représente, ou plutôt c'est le contraire, le drapeau récent, maintenant, représente le corps, si vous voulez, on va les associer via le soldat inconnu. Donc, laisser un combattant, et vous vous rappelez, un combattant, donc il y a le koum, donc celui qui se bat avec vous, le laisser mort et laisser les autres le souiller, c'est pire que de l'avoir laissé se faire tuer. Parce que se faire tuer, c'était un peu de sa faute. Vous voyez l'idée? Alors qu'après, il est forcément innocent, parce qu'il est mort. Et donc le laisser, l'abandonner, qu'on le démembre, etc., qu'on lui fasse des différentes choses, c'est considéré comme pire. Ne comprends-tu donc pas, quoi donc Achille? Et il n'est pas venu à Troie pour se battre, c'est contre sa mémoire qu'elle lutte. C'est ça la première explication d'Achille. Ajax toujours pragmatique, presque prosaïque, mais ce sont les Grecs qu'elle tue. Forcément. Donc Achille répond, elle ne voit pas des hommes, elle voit des étapes du temps qui la séparent de la fin ultime. Donc l'idée c'est qu'elle efface sa mémoire, en faisant ses actes de mort, elle efface, et en étant de pire en pire, elle amène l'autre à décider qu'il faut la tuer. Donc elle se rapproche de la mort. Quel étrange raisonnement. Il n'y a rien d'étrange à cela. Notre vie s'éloigne de la naissance pour s'approcher de la mort, à la recherche de la complétude. La recherche de la complétude est très importante pour Achille. Donc Ajax lui dit justement, ainsi tu partages ce sentiment. Donc Achille fait une mise au point par rapport à qu'est-ce que ça veut dire partager. Donc il dit, je le comprends, c'est tout. On peut comprendre, même un acte criminel, on ne peut pas forcément le justifier. On peut le comprendre et on peut en même temps le condamner. D'accord? Parce que vous savez, même dans la justice française actuelle, on peut avoir par exemple des crimes passionnels, on comprend, des fois même on peut avoir des circonstances atténuantes, donc, alors que tout le monde sait très bien que c'est un crime. Même si l'accusé ne nie absolument pas les faits. Elle n'est pas venue donner la mort, elle est venue la recevoir. Et là, c'est une thématique inversée, puisque d'un seul coup, Penthesilée peut être interprétée autrement. Donc on a, si vous voulez, une sorte d'introduction à la polysémie, et on se dit, en fait, elle n'agit pas de cette façon pour donner le deuil, mais c'est qu'elle le porte, et pour ne plus le porter, il faut qu'elle meure. C'est pour cette raison qu'elle t'a défié. Sans aucun doute, elle sait que je la délivrerai de son sort. Vous voyez, donc là, c'est sûr qu'on a un changement de phase, et c'est assez intéressant, je pense, même au niveau de la bioéthique, si on veut l'interpréter de façon plus contemporaine, ça correspond à l'euthanasie, qui est complètement une
une terminologie grecque, puisque F veut dire bien, et Thanasie veut dire mort. Donc c'est une bonne mort, dans des conditions où la personne ne peut plus. Vous savez qu'en bioéthique, on a la notion de vie misérable. La bioéthique dit, par exemple, on ne peut pas forcer un homme à avoir une vie misérable. Donc c'est un exemple qu'on prend, par exemple, si vous avez des enfants qui ont à la naissance une grande perte de la masse cérébrale, plus de 2 tiers du cerveau. Vous savez ce qu'on appelle le système végétatif ou comme le légume, on ne peut pas forcer la personne, ce n'est plus un individu, il ne demande rien. Bon, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Son acte est donc suicidaire et son choix est conscient. C'est cela Ajax, et il n'agit pas par inconscience, bien au contraire, chacun de ses actes est un pas vers moi. Polysémie. On va jouer donc sur la mort et le pathos. Elle veut mourir par la gloire. Réponse d'Achille, elle veut mourir dans la gloire. Donc il lui dit, parce qu'évidemment, Achille est le plus glorieux des guerriers, donc mourir par Achille, c'est presque. C'est pas grave, quoi. C'est pas mourir par quelqu'un qui n'est pas d'un très haut niveau. Bon. C'est comme si vous jouez au jeu d'échecs contre le champion du monde et vous perdez. Bon. Qui va vous blâmer? Parce que tous les autres seraient pareils. Voilà. En combattant l'invincible, que peut-elle atteindre? Sa lutte suffit pour la délivrer de l'épreuve du malheur. C'est une thématique un peu qu'on peut retrouver chez Camus, vous vous rappelez avec le mythe de Sisyphe. L'idée, c'est la montée vers le sommet suffit à rendre heureux quand vous savez que ça n'a pas de sens. Sinon, on se dit, Sisyphe, il monte le rocher, il redescend, il remonte. Mais Camus ne dit pas que ça rend heureux quand il descend, mais il dit que la montée suffit à rendre heureux. Elle chevauche la puissance et s'empare de nos défenses uniquement par vengeance contre le destin, uniquement pour libérer sa conscience. Ses remords sont trop lourds à porter. Alors, combien de vies faudra-t-il qu'elle emporte encore pour te convaincre de l'affronter? C'est une thématique qu'on peut retrouver aussi dans le cadre des justes par rapport à un génocide. Réponse d'Achille. Pas une de plus. Je connais son désir, je l'assouvirai. C'est de nouveau polysémique. Ajax, donc soulagé, je rends grâce à ta sagesse et à Athéna qui te conseille. Il tend ses bras vers le ciel. Dois-je prévenir tes myrmidons afin qu'ils s'arment pour se lancer dans la bataille qui fait rage? La réponse est intéressante. Non, cela n'est pas nécessaire. Nous irons seuls sur le champ de bataille. C'est une thématique qu'on peut retrouver justement chez les Spartiates par rapport aux Perses. À un moment, vous savez, on informe Léonidas qu'il y aura beaucoup d'archers. Alors les archers en antiquité grecque, c'est les lâches. Parce que c'est la mort à distance. Et ça, si vous voulez le vérifier, que ce ne soit pas de moi, eh bien c'est très simple. Qui était archer? Paris, celui qui a tué Achille. Qui était archer? Apollon, qu'on appelait aussi l'oblique, parce qu'il allait toujours de travers, donc jamais de front. Donc Ajax répond, soit nous lutterons seuls, c'est exactement ce que dit Léonidas quand on lui dit qu'il y aura beaucoup d'archers. Il dit, c'est très bien, nous lutterons à l'ombre. Il y aura une pluie de flèches qui provoquera l'ombre. Je m'occuperai des Troyens et Penthésilée viendra à toi. Je l'attendrai devant nos navires. Donc ça c'est clair, c'est forcément le but de Penthésilée, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a tué plusieurs personnes, elle va de plus en plus vers les navires, sachant que forcément il faut qu'on l'arrête, puisque si elle brûle les navires, les Grecs ne pourront plus partir.
bouclier solaire éclairera sa course et ta lumière brûlera ses ailes. Donc c'est vraiment la thématique du papillon, hein, avec une métaphore. À la mort de sa sœur, le sort lui a arraché ses ailes. Elle ne sait plus rêver. Lorsqu'elle sentira le vent se lève, son âme se brisera sur l'éternité de l'instant. Je vous laisse l'absorber un instant. C'est en prenant conscience de son caractère de mortel que l'on accède à l'éternité de l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase en langage moins ligérien? Vous pensez à la vie infinie. La vie infinie est forcément construite sur des éléments qui sont des points. Si vous prenez une section finie, vous avez une vie normale, mais cette vie normale a les mêmes points que la section infinie. Donc en fait, le point appartient à l'infini, donc en fait, l'éphémère appartient à l'éternel. Donc, les caractéristiques de l'instant, paradoxalement, c'est l'éternité. Voilà. On a soulevé ce paradoxe, on l'a résolu, on continue donc. Achille, il faut nous préparer, la bataille sera rude. Tu as raison, Ajax. Il est temps de livrer bataille. Silence, donc. Partons sur le champ. Ajax acquiesce et le devance. Achille se prosterne devant le monument de son ami Patrocle, donc un retour à la mort, avec aussi la polysémie amicale qui va se transformer en amoureuse. On va voir pourquoi. Je ne serai pas long, mon ami. Mon devoir m'appelle et je ne saurais faire attendre plus longtemps Penthessilée. De nouveau, polysémie, notre premier rendez-vous est fixé. Voilà. Donc là, je vous ai lu assez de choses pour que vous compreniez maintenant le mythe. En fait, il va tuer Penthessilée. Donc, elle lui envoie une lance. Évidemment, il échappe de côté. Et lui envoie la sienne. Et il la tue. Et elle tombe. Et au moment où elle tombe, son casque tombe. Et en voyant sa tête, il en tombe amoureux. Comment? Il est temps. Oui, c'est une question de temps, vous voyez. Mais il ne l'avait jamais vu. Vous voyez, donc c'est là qu'en fait on a l'élément tragique. Parce qu'en fait, on pourrait se dire l'élément tragique, c'est simplement qu'il a tué, mais pas du tout. Le problème, c'est que, vu toute l'introduction qu'on a, on n'attend pas ça. Et donc, l'élément, c'est justement, on retrouve justement l'élément éternel de l'éphémère, c'est qu'il tombe amoureux un instant. Donc, ce que voulait lui dire cette préparation d'Ajax, on disait que Aphrodite plane sur toi, c'est que ça va être justement un amour, un ravageur, parce que je ne sais pas si vous pouvez imaginer plus oxymore que ça, quand on dit amour à mort. Là, c'est amour, amour. Donc, c'est même pas Michel qui voit le temps, c'est un problème de tempo. Parce que si c'était à l'envers, il y avait eu le choix de la faire tuer. Mais là, il la tue avant. Donc il la tue au moment où on ne peut pas la voir, vous vous rappelez justement le casque, etc. Et il va la découvrir de cette façon. Donc la scène 2, je ne vais pas vous la lire parce que ça serait dommage, c'est une scène qui est un monologue. Je peux vous lire par contre les didascalies, que ça on enseigne en mise en scène. Donc en fait, on a toute la scène avec le cœur de femme et Penthessilée se déroule pendant la musique. Sur scène arrive le cœur de femme, drapé de noir, qui tient dans ses bras Penthessilée, drapé de blanc, inerte. On lit sur les visages une gravité, une peine extrême. Elle dépose le corps au centre de la scène, très lentement. J'espère que vous arrivez à la voir un peu petit à petit comme ça. Les unes entourent le corps,
les autres s'enfuient et reviennent avec des fleurs, les unes caressent le drapé, les autres décorent de fleurs les cheveux de Penthesilée. C'est un peu l'équivalent de l'épitaphe, si vous voulez. Tout est en mouvement autour de son corps immobile. Un son de voix les fait se redresser. Silence. Achille arrive sur scène, méconnaissable. À sa vue, le cœur de femme se disperse en criant Achille. Reste seul avec Penthesilée. Il s'avance vers elle avec peine, puis tombe à genoux et la prend dans ses bras. Il n'a pas dit un mot. Lumière se lève. Et donc, on va commencer. C'est un grand monologue. Voilà. Faut que je prouve ce que je raconte. Et ça va être dans un cri. Donc, c'est très difficile à mettre en place avec l'acteur. Bon. L'acteur est quand même pas mal changé. Alors, il y a énormément de phrases. Bon, si je vous lis, je pourrais vous lire certains morceaux, et ensuite ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il faut imaginer ce serait possible si on avait un registre d'Angelopoulos. Vous savez, le mouvement lent. Le mouvement lent, des fois, on pourrait le faire. On va faire un essai de mise en scène. Qu'est-ce qu'il y a de pire? De voir la mort rapidement ou lentement et inexorablement? Je veux dire, on n'a jamais essayé. C'est un fait. Je pense quand même que la prise de conscience temporelle de l'espace entre le vivant et la mort permet de concevoir une difficulté. Donc, si elle est instantanée, c'est relativement difficile. Donc, je serais plutôt d'avis, je ne voudrais pas dire de miser comme Pascal, que, à mon avis, c'est quand même plus dur quand on est conscient. Donc, on va faire ça très lentement. Pourquoi m'infliger un tel sort? Je ne suis qu'un guerrier. Comment lutter contre cela? Donc, Dieu, pourquoi avoir envoyé à la mort auprès de moi l'amour de ma vie? Mes lances ont transpercé son corps sans résistance et ses lèvres ont mordu la poussière de cette maudite Troie. Puisque son vœu était de m'appartenir, laissez-la moi, je vous en supplie. Il pose sa tête sur la poitrine de Penthesilée, puis se relève, tel un immortel. Je n'ai pu voir son visage qu'après. Après. Juste après le pauvre. En regardant ses mains, elles ne savent que donner la mort. Mère, pourquoi m'avoir donné tant de pouvoir? Mènent-ils tous à la destruction? Elle ne savait pas, elle ne pouvait connaître leur puissance, son arc, ses flèches, ses traits, Polysémine. Tout tendait vers moi, et tout se brisèrent sur mon bouclier. Le soleil l'aveugla. Ce bras ne lui laissa aucune chance, elle fut foudroyée. Combien j'aurais voulu que la lumière puisse m'aveugler, combien j'aurais voulu n'avoir jamais vu son regard, son dernier regard. Elle m'a offert le dernier regard de sa vie et le dernier soupir de son âme. Vous savez qu'en grec c'était très important, là, donc le souffle. Un tel cadeau à moi, ton meurtrier, tu m'as tout offert et je n'ai rien su prendre de la vie. Ta mort fut un crime, mon amour fut ton châtiment. Athéna, je t'en prie, montre-moi la source de l'immortalité, laisse-moi lui donner à boire. Donc on a aussi cette thématique, vous savez que dans les mythologies grecques, c'est possible.
Donc il se penche de nouveau, ne meurs pas, tu entends. C'est une phrase qui est très dure. Je t'interdis de mourir. Donc, tu es mon âme. Vous voyez, en fait, là, ça, on le fait des fois. On le dit dans nos relations amoureuses, mon âme, mon amour, etc. Mais là, ça devient plus compliqué. Parce que justement, en fait, on sait qu'elle a donné son dernier souffle à lui. Et c'est littéralement ça dans l'espace grec. Avant de te rencontrer, j'étais seul, sans espoir, sans peur et libre. C'est une référence à une fameuse phrase aussi de Kazantzakis, qui est en fait une reprise d'un auteur indien. À présent, je suis encore plus seul, désespéré et enchaîné à toi. Thématique qu'on va retrouver dans la trilogie avec Prométhée. Il a suffi d'un regard, d'un seul regard. Tout était à notre portée. Nous aurions pu être les plus beaux amants de la Grèce. Et là, ça c'est vrai. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, Achille avec Penthessilée. Donc, le héros des Grecs avec la reine des Amazones. Bon. Je n'ose pas vous faire des commentaires avec des prénoms, des noms contemporains d'acteurs, mais vous pouvez imaginer. Mais le sort en a décidé autrement, et ce regard qui aurait pu être le commencement de tout, fut celui de la fin. Ce passage est aussi très beau, pas seulement au niveau du théâtre, mais aussi dans l'opéra, parce que c'est un peu tout est à l'envers. Il lui prend les mains, ces mains qui auraient pu être le commencement de tout, celles de la tendresse, il les croise, ne seront jamais que celles de la passion. Passion dans l'autre sens. Dieu, pourquoi dois-je subir une telle épreuve? Il tend sa main droite vers le ciel. D'une seule main, j'ai touché la frontière de l'amour et de la mort. Tu vois, André, c'est quand même loin de la société, ça. Très bien. C'est pour te rappeler de temps en temps que l'humanité est là. Il a suffi d'un instant, d'un seul instant. Et là, c'est l'instant de la révélation. La notion de révélation, donc la notion de révélation, en grec se dit apocalypse. En grec, découverte se dit anacalypse. Vous voyez? Donc là, c'est l'anacalypse, c'est celui que c'est ce que je découvre moi, et l'apocalypse, c'est celui qu'on me fait découvrir. Très différent. L'instant où l'homme prend conscience de l'ampleur de sa faiblesse face à la puissance du choc de l'amour et de la mort, de la vie et de la mort, de la liberté et de la mort. Trois oppositions, toujours par rapport à la mort. Alors pourquoi ces trois oppositions? D'abord, souvent, on oppose aussi, comme une sorte d'oxymore, amour à mort. On oppose la vie et la mort. Et on choisit la liberté ou la mort. Souvent dans les révolutions. Donc, à pas lent, les femmes du cœur reviennent chercher le corps de Penthessilée. Achille, dans son malheur, ne les a pas vus. Il demeure silencieux et immobile. Il serre Penthessilée dans ses bras. Les femmes se rapprochent et tendent, vous imaginez ça? Elles tendent tous leurs bras vers Penthessilée. Soudain, Achille les aperçoit. Changement. Non, laissez-la moi. Le cœur de femme a un mouvement de recul. Et donc là, on a la thématique qu'on ne laisse pas le combattant. Qui vous a permis de revenir? Les femmes mettent toutes leurs mains sur leur bouche. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous êtes là comme des harpies, prêtes à fondre sur votre proie. Les femmes tombent à genoux. À présent, vous m'implorez. Votre lâcheté est donc sans borne. Vous êtes prêtes
a tout pour obtenir votre butin, il se redresse et elle recule tout. Venez la prendre, donc là c'est la phrase évidemment de Léonidas par rapport aux Perses, aussi. Puisque tel est votre désir, mais auparavant il faudra me passer sur le corps. J'ai déjà perdu son âme, je ne vous laisserai pas emporter son corps. Dans un cri, il est à moi, elle s'enfuit. C'est tout ce qui me reste, il demeure seul à la contempler. Tu es le seul présent de ma vie, sans avenir. Avec un jeu de mots sur le présent par rapport au locuteur français. Je ne t'abandonnerai jamais, il se penche sur elle et l'embrasse tendrement. Scène 3. Scène 3, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mythe ne s'arrête pas là. On a une intervention d'un individu odieux qui est caractérisé comme tel dans la mythologie. C'est Thersites. Thersites est considéré comme le plus odieux des guerriers grecs. Et comme par hasard, c'est lui qui intervient dans ce mythe. Thersites en faisant une irruption sur scène. Alors là, vraiment, on a, donc d'abord, vous avez vu dans la première scène, donc, si vous voulez, la surprise, le changement de phase, une position presque philosophique. La deuxième scène qu'on représente le deuil, avec l'explication et la synthèse de toutes les possibilités herméneutiques sur le prénom. Et puis là, d'un seul coup, on va avoir un combat qui va démarrer sur une insulte. Et on se dit quand même, ils sont forts, les anciens Grecs, ils sont forts quand même. Parce que là, on se dit, c'est bon quand même. Il va falloir essayer d'imaginer ça justement dans du théâtre contemporain ou dans l'opéra. On vous dit, après ça, on peut bien faire quelque chose. Et ici, honte à toi, Achille. Achille se relève lentement, serein. Comment as-tu osé? Achille, en le regardant enfin. Te regarder, Thersites? Comment as-tu osé te regarder, Thersites? Tu ne tromperas personne, je t'ai vu. Toujours dans le même humour, parce qu'évidemment, Achille considère que c'est même pas un guerrier. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'opposition homme-femme. Je le reprécise pour nos femmes ici. Que vous ne disiez pas des choses horribles sous l'odeur. Comment aurais-tu pu faire autrement puisque je suis devant toi? Te moquerais-tu de moi? Jamais je n'oserais. Je t'ai surpris à la recherche de plaisirs abjects et contre nature. Tu ne dis rien. Est-ce là ta seule défense? Tu déshonores la Grèce tout entière par ton acte et tu demeures silencieux. Il l'accuse de nécrophilie. Là, on se dit, ça, il fallait y penser quand même. Et effectivement, c'est dans le mythe. C'est dans le mythe, c'est pas une invention de l'auteur. Donc on l'utilise comme thématique, c'est pas précisé, mais là de nouveau on décompresse l'espace temporel. Parfois il est préférable, donc tu vois, et tu demeures silencieux, et donc Achille, toujours dans le même registre, parfois il est préférable de se taire. Tu ne me fais pas peur, Achille, tu es sans armure et sans armes, il s'approche sans crainte. Achille répond, heureusement. Je te dénoncerai, Achille, tu entends, je dirai à tous que tu voulais posséder ces traînées d'Amazone. Achille se lève brusquement et s'empare de Thersites en lui faisant une clé. Thersites, donc là c'est le problème, vous vous rappelez, parce que là comme en fait ils sont nus par rapport au registre de l'hommage aux morts, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la lutte grecque. Alors je fais cette intervention parce que souvent on ne connaît pas bien ça, la lutte gréco-romaine, enfin, qui est devenue romaine aussi après, se fait huiler. Donc il faut être vraiment très très costaud pour faire des prises qui ne glissent pas. Parce que souvent maintenant,
C'est pour ça que les lutteurs regardent un peu le judo avec condescendance. Faites du judo sans votre tenue de judo et sans ceinture. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les arrête de temps en temps, on les rhabille quand même, pour qu'ils puissent se défendre. Donc la lutte gréco-romaine se fait nue, et sachez